Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast Les Centaures, un podcast produit par Equine, l'application qui révolutionne les courses hippiques. Je suis Nina Capu, votre hôte, et ensemble nous allons découvrir des parcours singuliers. Des parcours d'hommes et de femmes habités par une passion commune et animés par des émotions fortes. Leur moteur, le cheval et les courses. Ils débutent leur journée vers 4h30. Les chevaux hennissent à l'écurie. Ils sont heureux de les retrouver. Et quand ensuite sur la piste ils ne font plus qu'un, il y a quelque chose de magique qui s'opère. C'est comme s'ils avaient fusionné au point de devenir un centaure. L'invité du jour est un homme aux multiples vies. De turfiste à agent de jockey, en passant par entraîneur ou encore consultant PMU, il n'est pas issu du milieu, mais il a réussi à marquer le monde des courses par son atypisme. L'année dernière, il a notamment égalé un record datant de 1996 en remportant 12 victoires consécutives avec une jument de 9 ans nommée Zarika. Son prénom c'est Julien et son nom Philippon. Bonjour Julien. Bonjour Nina. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. À la fin de cet épisode, j'aimerais me dire que j'ai appris des choses sur toi, sur ce qui te caractérise en tant qu'homme de cheval, sur ton quotidien ou encore sur tes sources de motivation et ta vision des courses. Je te propose qu'on commence par dérouler le fil rouge, celui de ta vie. Dérouler un fil rouge, celui de ta vie. Est-ce que tu pourrais me décrire quel genre de petit garçon tu étais et dans quel environnement familial tu as grandi ? Eh bien, j'ai mes parents qui... Ça commence un peu comme Cosette, mais mes parents sont séparés quand j'étais très jeune. Mon père était passionné de courses de chevaux, donc j'étais un jeune garçon très facile, plutôt aimant l'école, aimant tout, assez facile. Très très vite, mon père m'a emmené sur les champs de courses et c'est vraiment quelque chose qui m'a bouleversé très tôt. Avec quel âge ? Il m'emmenait tous les dimanches, je pense que dès que j'ai eu 3-4 ans, en âge de marcher. Donc mes parents, c'est pour ça que je vais vous donner ce détail, j'allais une semaine chez ma maman, une semaine chez mon père et vraiment très vite j'attendais le dimanche où on allait aux courses dans la région avec mon papa. Et voilà, après une enfance facile, vraiment rien de particulier. Voilà, ça m'a vraiment passionné. J'ai très vite eu envie de jouer ma pièce, mais quand je vous dis tôt, c'est entre 8, 9, 10 ans. D'ailleurs, l'anecdote qui est assez amusante, c'est quand j'étais petit, on allait dans un PMU faire les jeux avec mon père et je jouais souvent et la guichère, j'étais plus petit que le guichet et donc quand je donnais mon billet, en fait, on voyait ma main et le billet, mais on me voyait pas. Je donnais mon ticket, ma main, le billet et la guichère me voyait pas, donc c'était assez amusant et donc voilà, ça a continué à germer en moi. Ensuite, ça a commencé à se gâter dans mes études, la 4e, 3e, parce que je n'aimais pas particulièrement l'autorité. Donc voilà, et à ce moment-là, j'ai fait des métiers un peu divers et variés, j'étais saisonnier, j'ai fait des choses comme ça. J'ai même eu un bar à 19 ans pendant 1 an. Et puis un moment, j'avais rencontré pas mal de gens dans l'écurie de Jean-Claude Rouget quand j'étais tout jeune. J'ai commencé à suivre des gens et puis j'avais un ami qui était un grand jockey qui venait s'installer à Paris et je suis venu le voir 8 jours en vacances, puis je suis revenu la semaine d'après 8 jours et puis petit à petit j'ai plus quitté Chantilly. T'avais quel âge ? J'avais 20 ans ou 21 ans, mais ce qui est assez drôle c'est que donc, après cette année où j'ai eu ce bar, en fait je suis arrivé avec j'allais dire pas 1 euro en poche et un jour j'avais quand même gagné un petit peu ma vie, notamment un peu au jeu. Et puis quand je faisais les sessons et quand j'avais acheté une jolie voiture quand j'avais 19 ans et un jour je l'ai vendue, j'ai encaissé 15 000 euros de la vente de la voiture et l'après-midi j'ai acheté un cheval à réclamer 14 777 et j'avais 15 000 en tout et pour tout sur moi et ce cheval là il a été sans dire très bon mais il a gagné par exemple un quintet et il a fait 5 ans de carrière et c'est un peu lui qui m'a entretenu pendant 5 ans parce qu'il me permettait de gagner ma vie avec ses gains. Et donc voilà, et il est mort il y a 1 an, mais je l'ai eu jusqu'à sa retraite. Il est mort à 28 ou 29 ans. Génial. Et du coup, tu as acheté ce cheval, mais tu n'avais même pas de quoi payer sa pension finalement ? J'avais quasiment rien. Alors après, c'est facile de dire ça parce que j'ai toujours eu la chance d'avoir papa derrière moi qui le fiston faisait une bêtise, je savais que j'étais pas... donc c'est facile de raconter comme ça, mais la vérité, c'est qu'il n'a pas eu besoin de compléter mes conneries. Et donc du coup, j'ai acheté ce cheval-là et très vite, il s'est mis à, je dirais pas à cartonner, mais à du moins au moins payer sa pension.
Donc c'était une première belle expérience. En plus, il y avait une histoire assez amusante avec ce cheval, c'est que le jour où on a voulu l'acheter dans une course à réclamer, il est rentré et il saignait du nez. Et on sait tous que, enfin les gens qui sont pas trop habitués, mais parfois les chevaux ont des problèmes pulmonaires, ce qui est souvent source de contre-performance. Donc généralement, on n'aime pas acheter les chevaux contre ce problème-là. Et l'entraîneur qui était en charge de mes chevaux à ce moment-là me dit, mais quand même, il a une façon pas normale de saigner du nez. Je suis sûr que l'ancien entraîneur a pris une seringue et a mis du sang dans son nez pour faire semblant en rentrant qu'il saigne et pour pas qu'il se le fasse acheter le cheval. Et donc mon entraîneur n'y a pas cru et du coup ça lui a permis, on a quand même mis un beau bulletin et on a eu le cheval à réclamer. C'était un petit peu les trucs d'il y a 20 ou 30 ans. Mais ça existait, ce genre de Ça a pratique. dû exister, bah, vous imaginez à l'époque où il n'y avait pas la télé, où il n'y avait pas plein de choses, il y a plein de pratiques qui devaient exister, mais force est de constater qu'il avait bien analysé la chose puisque le cheval, je l'ai gardé 5 ans, il n'a jamais eu de problème pulmonaire par la suite, donc je vois pas pourquoi il en aurait eu ce jour-là. Et deux questions, comment tu as sélectionné ce cheval et derrière son entraîneur? Alors ce jour-là, c'était un réclamé, donc je commençais à m'intéresser vraiment à la question. On avait vu un cheval, le tout premier cheval avec mon grand-père, c'est un cheval qui avait couru, gagné, il a été réclamé 15 jours après. Donc on n'a pas eu le temps d'en profiter, mais c'était donc on avait récupéré l'argent avec un peu de bénéfice, et donc du coup bah, on en cherchait assidûment un autre. Et ce cheval-là, je crois qu'il avait été très mauvais à 3 ans, genre je pense qu'il avait dérobé ses 2 premières courses, enfin une horreur en obstacle. Donc il avait quasiment pas de gain en ayant couru 12 ou 13 fois. Puis à 4 ans, 6e, 6e, deuxième dans un handicap, et puis là il court à réclamer et il s'envole. Et du coup, ben, on avait l'impression que le cheval était en plein progrès et on s'est laissé tenter. Il a fait une très belle impression dans cette course. Et l'entraîneur, du coup, comment tu C'est l'as Yann trouvé? Corsier à l'époque que j'avais rencontré grâce à des amis jockeys et qui a récupéré ce cheval et qui l'a entraîné. Après, Yann a eu des soucis, donc il a été chez plusieurs entraîneurs, genre Arnaud Chaillet-Chaillet, Eric Pilet. Il a eu plusieurs entraîneurs pour diverses raisons. Et du coup, finalement, les chevaux, c'est une histoire de famille parce que tu m'as parlé de ton père, mais aussi de ton grand-père. Oui. Mon grand-père était moins passionné, mais comme avec mon père, on l'était beaucoup. On a réussi à lui faire prendre ses couleurs et à l'intéresser un peu à la question. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai construit avec mon père. Ma maman aussi aime beaucoup les chevaux, mais beaucoup plus dans l'équitation classique. Elle suit le concours hippique. Mais donc, du coup, elle suit évidemment les chevaux de l'écurie, mais c'est beaucoup plus mon père qui est turfiste course. Et à partir de quel âge tu as commencé à faire ton propre papier? Très tôt. Enfin, je pense que c'est peut-être un peu romancé, mais je suis pas loin de dire que j'ai appris à lire sur le Paris Turf. Donc un jour, mon père m'a amené, je devais juste être en état de commencer à lire, donc j'allais aux courses, il m'a emmené ce journal qui était incroyable. Et j'ai trouvé ça génial. Et petit à petit, bah, j'ai commencé à appréhender les courses, faire le papier, faire des sélections. À cette époque-là, il n'y avait pas de vidéo, donc voilà, c'était vraiment mon journal. Je me souviens qu'avant d'aller en cours, j'insistais vraiment pour qu'on ait acheté Paris Turf. Et parfois, je me rappelle qu'en primaire, je l'avais dans mon sac. Je l'avais dans mon sac et à la récréation, j'étais capable de sortir mon Paris Turf c'est vraiment, c'est au-delà de la passion. Je pense que vraiment, c'est tout. Mais ce qui est en plus, petit garçon, ce qui est en plus un petit peu choquant, c'est que normalement, je sais pas, on aime le football, le basket, c'est pas une passion classique. Quand vous êtes dans la cour de récréation avec le Paris Turf, tout le monde vous prend pour on te regarde, mais je sais pas, ça m'a pas dérangé. Et est-ce que tu partageais cette passion avec d'autres petits camarades ou pas du tout? Non, parce que malheureusement, les courses ont toujours eu une notion un peu enfin, ont toujours une image un peu de jeu d'argent, donc pour beaucoup de familles, c'est tabou. Et je me souviens, mon beau-père, donc le compagnon de ma mère, lui était excédé, enfin pas excédé, mais il comprenait pas en fait qu'on puisse emmener un petit garçon jouer aux courses ou aimer les chevaux de course. Pour lui, c'était vraiment quelque chose de tabou. Et d'ailleurs, longtemps, toute la famille à mon père lui a dit, mais t'es un peu fou de mettre ça dans la tête de ton fils, parce qu'en plus on voyait bien qu'au-delà de la passion de course, il y avait quand même le jeu d'argent qui me plaisait beaucoup, très jeune quoi. Et heureusement, finalement, la belle histoire, c'est que ça lui a donné, alors sans faire une carrière énorme, mais j'ai pu tout à fait vivre décemment de ma passion, et donc du coup, par la suite, ça lui a plutôt donné raison de m'avoir laissé appréhender cette discipline. Et justement, à partir de quel moment tu as vraiment commencé à gagner ta vie dans les courses et tu es devenu un professionnel des courses? Et ben, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé ici en 2003, donc il y a eu ce petit bout de ce cheval, puis un, puis deux, puis trois, parce que ça se passait bien. Et très vite, j'ai pu être agent de jockey, notamment pour Christophe Pieux, qui venait s'installer à Paris et qui était un jockey que je pense que beaucoup de gens connaissent, qui a été tête de liste de nombreuses fois de son sport, donc qui était vraiment un jockey extraordinaire. Et puis après, j'ai même eu l'occasion de le faire pour un an pour Christophe Soumillon. Donc les deux étaient numéro un au moment où j'ai travaillé la même année. Donc j'ai gagné ma vie mais c'était pas vraiment un métier que j'ai pas pris énormément de plaisir à être agent de jockey. Mais par contre, ça m'a permis, le déclic s'est produit quand ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'entraîneurs
et je devenais un peu le confident des entraîneurs qui me prenaient pour un de leur équipe. Comme en plus j'avais quelque chose, je dirais pas à monnayer, mais à échanger, mais ils aimaient bien ma façon de faire le papier. Donc il y avait un bel échange, quoi. Et donc j'ai arrêté, j'ai fait un an Christophe Soumillon, et je sais pas pourquoi, milieu 2007, donc je devais avoir 23 ou 24 ans, alors que j'avais parfois gagné un peu d'argent au jeu, mais c'était toujours, ça montait comme un soufflet, ça retombait aussi vite, quoi. Mais parfois pendant un mois je gagnais, puis je reperdais. Et puis là, à partir de milieu 2007, en fait, je me suis mis à gagner vraiment régulièrement. Et bah, vous faites les comptes tous les mois. Un mois, vous dites c'est un peu de la chance, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et puis après, quand vous êtes régulièrement gagnant, et ça m'a permis petit à petit d'augmenter mon cheptel de chevaux, puisque je réinvestissais mes gains dans des nouveaux chevaux que j'ai achetés. Alors avec évidemment des hauts et des bas, mais pendant 3 4 ans, j'ai vraiment une réussite assez importante en jouant aux courses. Si on rembobine un tout petit peu, comment tu deviens exactement agent de jockey? Est-ce que c'est les jockeys qui viennent te voir parce que tu es dans cet univers et que tu as des amis jockeys avec qui tu échanges, avec lesquels tu parles de ta façon de faire le papier, par exemple, etc. En fait, très vite, quand j'ai été petit, donc à l'époque chez Jean-Claude Rouget, en fait, j'ai fait beaucoup de sympathie parce que c'était bizarre qu'un enfant de 12 13 ans, je discutais avec les jockeys, je connaissais les chevaux vraiment très bien. Et donc j'avais un échange comme un adulte pour en avoir. Et donc, comme c'était un jeune, c'était frappant. Et donc du coup, ces gens-là m'ont connu tout petit. Et petit à petit, donc un jour, Christophe Pue est venu s'installer ici. Et Christophe, c'est quelqu'un qui était déjà une carrière bien entamée, mais il aimait bien faire la fête un peu la nuit. Et parfois, il voulait pas remettre le téléphone le matin et tout. Donc il avait plus besoin. Aujourd'hui, on parle d'agent, mais je veux dire que quelqu'un qui organise son travail. Et puis bah moi, je suis arrivé. Donc à l'époque, c'est Yann Porzier qui lui a dit, mais tu devrais penser. Et Christophe a trouvé l'idée intéressante. Je pense qu'il aurait eu aucun problème à avoir autant de réussite sans moi, mais je pense que je lui ai aidé à organiser un peu ce travail et à ce que les gens soient pas. À l'époque, on me racontait que parfois il disait oui à 4 personnes dans une course et que les gens, lui, il coupait le téléphone et il y avait des gens qui se battaient pour le déclarer sur les chevaux. Donc ça a très bien fonctionné tout de suite. Et comme je vous dis, après, j'ai noué ces relations avec les entraîneurs qui étaient vraiment. Parce que souvent, les entraîneurs, enfin, moi, c'est un peu mon point fort, c'est que je connais très bien les courses. Les entraîneurs, ils ont souvent tendance à très bien connaître leurs chevaux et tout, mais pas forcément les opposants pour choisir. Donc ça leur permettait, je pouvais être un peu une aide pour essayer de leur faire choisir la bonne course pour leur cheval, quoi. Donc c'était une belle équipe. Et du coup, à quel moment tu t'es dit j'ai envie de passer de l'autre côté de la barrière et devenir moi-même entraîneur? Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à vraiment bien gagner ma vie aux courses, donc je me suis retrouvé vite à la tête d'une écurie de 6 7 8 chevaux, quoi. Voilà, et j'ai eu un entraîneur qui s'appelait donc Éric Pilet à l'époque, qui a été contraint au milieu d'une année pour des problèmes d'argent d'arrêter. Et là, j'ai proposé à une ou deux personnes de prendre mes chevaux, ça n'a pas pu se faire. J'avais une responsable qui était vraiment une personne de confiance, qui voulait pas être entraîneur, mais qui était vraiment quelqu'un qui pouvait faire un binôme avec moi. Et donc j'ai eu besoin d'être 2 ans, donc mes chevaux étaient dans l'écurie de Corinne Barbe. Je lui ai demandé si elle pouvait me prendre comme assistant, parce qu'il fallait que je sois salarié de 2 ans. Elle a entraîné mes chevaux en même temps et on a gardé cette responsable avec 2 salariés. Et en fait, alors je crois que c'est autodidacte qu'on dit, mais en fait, en gros, j'ai appris. Moi, j'étais juste le propriétaire qui venait, qui aidait un peu pour les engagements, mais qui venait voir ses chevaux quand l'entraîneur disait, bah tiens, viens voir le cheval, il travaille ou tout. Mais j'avais pas forcément, enfin, je dirais pas une appétence, mais j'étais pas collé à lui à regarder. Moi, j'aimais les courses. J'aimais la compétition. Et puis donc du coup, du jour où il a fallu s'improviser, je me suis mis à faire évidemment tous les lots et à regarder les soins, à apprendre. Et puis on va dire que j'ai quasiment appris avec mes propres chevaux et avec le plaisir et la difficulté d'avoir chaque erreur se paye content mais c'est vraiment ce que j'ai aimé en fait. J'ai aimé très vite. C'est un peu un parallèle avec les trotteurs, c'est beaucoup travaillent pour eux et moi j'ai toujours un peu travaillé comme un trotteur avec la majorité des chevaux, ma appartenance, qui est finalement assez rare dans le milieu du galop, mais j'ai tout de suite aimé ça. Donc c'était quasiment par nécessité, quoi. Oui, alors après, là, ce que j'ai eu vraiment comme chance dans cette époque-là, c'est comme je gagnais bien ma vie au jeu, on va dire que j'avais moins le stress des rentrées d'argent, c'était devenu presque très facile pour moi. Et donc à ce moment-là, c'est plus facile quand vous avez de bonnes rentrées de prendre un petit peu de risques. Et on va dire qu'il y a eu un très bon relais parce que j'ai gagné ma vie au jeu pendant 3 4 ans. Puis après, c'est mon écurie qui a été capable de se rentabiliser. Donc ça a été un bon relais. Génial. Qui te caractérise justement dans ton approche de l'entraînement? Est-ce que tu as un système particulier, par exemple, que ce soit dans la gestion des chevaux, de ton personnel, des propriétaires? Est-ce que tu as des propriétaires maintenant ou tu es le seul propriétaire de tes chevaux? Et quelles sont selon toi les qualités essentielles pour être un bon entraîneur? Alors, pour essayer de reprendre un peu toutes les questions, en fait, donc, on va dire que mon point fort, c'est justement de faire très bien le papier des courses et d'essayer d'avoir une bonne idée du programme et d'avoir une très bonne mémoire d'année en année des chevaux qu'il faut pour telle époque et tout. Donc, on va dire que ça, c'est mon point fort. C'est pas forcément le point fort que je dirais d'autres, mais chacun a le droit d'avoir son point fort et l'important pour bien s'en sortir, je pense que c'est d'être conscient de ses points faibles et d'essayer de mettre
d'essayer de mettre des atouts autour de toi dans les points faibles. Je m'explique, par exemple, j'ai eu 3 responsables vraiment de très très bon niveau. Moi, je suis pas très homme de cheval. Je me suis toujours adossé à des responsables qui étaient très hommes ou femmes de chevaux, très soins, être très sensible à ça, alors que moi, je suis plus quelqu'un qui fait le programme d'entraînement, les achats des chevaux, s'occuper des propriétaires et le programme des chevaux, évidemment. Donc, en fait, j'ai toujours essayé de m'adosser à des gens très compétents et à une équipe. J'ai toujours aimé travailler en petit comité, mais avec des gens qui semblaient heureux et qui s'entendaient bien. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir une petite équipe, mais le plus soudée possible et avec des gens qui semblent prendre plaisir à être des collaborateurs. Après, il y a des gens, en fait, je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a des gens, je ne saurais pas vous dire les qualités qu'ils ont, mais ils ont un talent. Donc moi, j'ai vraiment, enfin, la personne qui m'a le plus marqué dans ce métier, c'est Robert Collet, qui est quelqu'un j'ai eu la chance de le suivre longtemps. Il m'a quasiment jamais donné de conseils, mais j'avais le droit de le suivre. Il fallait que j'apprenne. Et pour moi, c'est un génie. C'est un mec qui a été capable d'entraîner des champions sur 1000 mètres. Le lendemain, il avait un champion en obstacle, puis il débutait. Le pauvre, pas l'intérêt avant, il est joueur entraîneur, mais il a un sens du cheval. Je pense que c'est vraiment en fait le mot-clé pour tous ces gens qui me passionnent. Mais c'est le sens du cheval. Et ils ont quelque chose que les autres n'ont pas en fait. Mais pour autant, est-ce que je saurais mettre un mot dessus? Je crois pas en fait. Mais ils ont un sixième sens et ils ont su évoluer avec leur temps. Peut-être que leur qualité il y a 20 ans c'était ça et 10 ans après c'était ça et d'autres. Mais il y a des gens comme je sais pas Jean-Michel Bazir, Arnaud Chaillet. Il y a vraiment des gens que je trouve exceptionnel, quoi. Mais je ne saurais pas vous dire, ils ont ça, telle qualité, ou vous mettre un adjectif sur chaque mot, mais juste, ils comprennent mieux les choses que les autres. À quoi ressemble ta journée type? Ça, pour le coup, je pense que beaucoup d'entraîneurs ont un petit peu le même genre de journée. Je dirais que je rejoins à la piste mon premier lot, c'est mon responsable qui vérifie qu'il n'y a pas de souci de jambe. Si jamais il y a un souci, il m'appelle et je peux le rejoindre pour essayer de voir ce qui se passe. Ensuite, j'ai entre 3 et 4 lots tous les matins. J'aime beaucoup le dimanche, qui est un jour où il n'y a pas trop de monde sur les pistes et c'est un moment assez privilégié. J'essaie de me prendre une journée par semaine parce que sinon on a vite la tête très encombrée. Et après, généralement, je continue à être joueur. Donc généralement, je passe l'après-midi dans un endroit qui m'est familier où je peux jouer en même temps que je suis les courses. Et voilà. Et pour ceux qui se poseraient la question, est-ce qu'on peut être entraîneur et joueur? La loi aujourd'hui dit que j'ai le droit de jouer dans les courses où je n'ai pas un partant comme entraîneur. Donc ça m'en laisse quand même beaucoup, beaucoup. Tu as des chevaux surtout en plat. Oui. Tu as aussi au trot et en obstacle. En obstacle, j'ai eu la chance de gagner une course l'an dernier. Au trot, j'ai une trotteuse pour l'instant chez Louis Baudron. Mais on va dire que, en fait, moi, si je m'écoutais, j'aurais des chevaux partout. En fait, ça crée des rencontres, on apprend beaucoup. Il n'y a rien de mieux, je trouve, que pour apprendre que d'avoir une petite partie de quelque chose. En fait, vous êtes tout de suite plus réactif, plus. Voilà. Après, comme malheureusement j'ai beaucoup de chevaux à moi et j'ai pas des moyens limités, je peux pas me permettre d'en avoir partout. Mais en fait, moi, par exemple, je vois la semaine dernière, il y a une très bonne course d'Ara pur. En fait, c'est fascinant quand vous avez le meilleur cheval et toutes les races de chevaux, toutes les disciplines, tout m'intéresse dans les courses. En fait, je peux être devant Equidia, je vais pas, par exemple, regarder que les 3 courses de plat de la journée. Je peux passer devant du trot, devant de l'obstacle, il y a des histoires. En fait, ce que je dirais, c'est que je suis jamais rassasié, quoi. Enfin, j'ai jamais une journée où je me dis, ah, vraiment, je peux plus voir les courses, je ferme le truc pendant 2 jours. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. J'espère que ça arrivera jamais. Et justement, qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer dans ton métier? C'est un peu le danger à la fois en tant que joueur et comme entraîneur propriétaire. En fait, c'est un peu des shots d'adrénaline qui sont. Alors, je vais pas dire que c'est un truc de drogué, mais ça doit ressembler un peu à ça. Pour avoir jamais pris de drogue, je sais pas ce que c'est. Mais je lis des expériences. En fait, le danger de tout ça, c'est qu'en fait, c'est tellement une émotion intense, bah, qu'en fait, le lendemain, on va absolument la retrouver. Et comme je vous dis, il y a vraiment des similitudes avec la drogue. Et généralement, enfin, moi, pour mon cas, je suis passé à côté d'énormément de choses dans la vie autres que les courses. Parce que des expériences bêtes, mais parfois on m'invite à un dîner et en fait je dis non parce que je sais qu'au bout de 10 minutes j'ai 2 chevaux qui me perturbent à l'écurie, qui ont des problèmes et je sais qu'au bout de 10 minutes je vais quitter la conversation. En fait je serai pas là, je serai là sans être là parce que je serai obsédé par mes chevaux sont pas bien et j'aurais plus goût à autre chose. Et si je devais refaire l'histoire avec l'expérience de ce que j'ai vécu, j'essaierais d'être plus vigilant là-dessus. Mais voilà, c'est des émotions en fait. T'as le cœur, enfin avant une course, j'ai le cœur qui bat. Quand le cheval, enfin vraiment le plus beau moment, je trouve de ma vie, c'est quand j'ai un cheval et je dis toujours que c'est le moment où je comprends que le cheval va gagner la course.
C'est-à-dire que parfois, je le comprends souvent avant les autres, parce que quand on connaît bien ses chevaux, c'est généralement entre 400 et 200 mètres du poteau, et c'est le moment où d'un seul coup, le cheval accélère. Et là, c'est un frisson incroyable. Mais attention, parce que c'est une adrénaline qu'on a tellement envie de revivre et de revivre que on y est accroché et on est prêt à. On a du mal, on passe beaucoup à côté de choses d'autres dans la vie, je trouve. C'est cette adrénaline qui te booste au quotidien. Est-ce que entraîneur, c'est quand même un métier lucratif? Alors, je pense que les entraîneurs 20 ou 30 ans en arrière, je pense qu'eux ont pu acheter une écurie, acheter une maison. Euh, voilà. Aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de choses ont évolué dans notre métier, c'est-à-dire que le coût d'un cheval à l'entraînement a dû être multiplié en 10 ans par 50-70% supplémentaires, alors que les allocations dans le même temps ont très peu augmenté. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup moins de marge et les propriétaires qui, il y a 20 ou 30 ans, étaient des gens qui gagnaient très bien leur vie dans un autre domaine et qui étaient prêts à perdre beaucoup d'argent pour essayer de briller, sont devenus plus des investisseurs et des gens qui vous demandent, enfin, je ne fais pas une généralité, mais de façon globale, beaucoup plus de résultats, qui surveillent vraiment ce que vous faites, qui vous demandent de faire des prix sur les pensions et enfin voilà, il y a beaucoup moins de cash flow qui circule dans le monde des courses et évidemment c'était sûrement pour ça mieux avant. Aujourd'hui, du coup, c'est beaucoup plus dur et il y a beaucoup d'exigences. D'ailleurs, on voit beaucoup de chevaux qui migrent d'un entraîneur à un autre dès qu'il y a des peines de résultats. Enfin, il y a beaucoup moins de fidélité. Donc voilà, je dis pas que ça n'arrivera pas, mais je pense qu'aujourd'hui, je suis très content d'avoir mon âge, mais que c'est plus confortable pour les gens qui sont entre 55 et 70 ans et qui ont bien fait leur vie. Même s'il y a beaucoup d'atouts, je pense que pour les jeunes entraîneurs, il va y avoir plus de difficultés qu'il y a 20 ou 30 ans à faire ce métier-là. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire. Et comment justement ils peuvent mettre en place un système pour toi qui serait viable? Alors, en fait, moi, j'aurais beaucoup de mal à donner des conseils parce que j'ai fait tout ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit tout de suite qu'il faut surtout pas avoir de chevaux à soi pour être entraîneur, puisqu'en fait, ça vous met en danger en permanence. Et moi, j'ai fait tout le contraire parce que j'aime entraîner pour moi ou vraiment avec un cercle d'amis très proche parce que j'aime pas les mauvais coups de téléphone de gens qui vous mettent une surpression. Donc ça, les entraîneurs, il y en a qui sont tout à fait capables de le supporter. Je dirais, voilà, si j'avais vraiment un conseil à donner, c'est d'avoir toujours une vision très vigilante de l'économie de son entreprise et de pas considérer qu'un euro en trésorerie est un euro, enfin faire très attention à pas mélanger de trésorerie, de dépenses. Voilà, bien suivre ses comptes. Et puis surtout, si j'avais un conseil à donner, c'est essayer de bien vivre tout ça. Une fois que vous êtes dedans, en fait, je pense qu'on se fait tous des nœuds à l'estomac, mais qu'on a beaucoup de mal à en parler parce qu'il faut toujours faire croire que tout va bien, que tout est magnifique dans ce métier-là. Et je pense qu'on a tous un peu les mêmes maux de ventre de ce métier-là. Donc essayez de profiter des bons moments. Et voilà, moi je sais que quand j'ai 3 partants, si j'ai un cheval qui gagne et deux qui courent mal, je suis tout de suite obsédé par les deux qui ont mal couru plutôt que par celui qui a gagné. Et voilà que le jour se lève le lendemain et comme l'a un jour très bien dit William Agace, ça reste des chevaux qui courent sur un ovale en herbe. Euh, c'est pas un prix Nobel de littérature même si tu gagnes une belle course quoi. Est-ce que tu arrives à prendre du recul et à équilibrer ta vie justement pour avoir la tête plus froide de temps en temps? C'est très compliqué. En plus, je pense que mon profil, encore une fois, est un peu rare dans le sens où j'ai entraîné pendant 9 ans. Ensuite, j'ai eu besoin, on m'a proposé de faire des choses intéressantes et j'avais un peu besoin de faire un break. Et il y a 18 mois, je savais que je reviendrais un jour, mais du coup, quand je suis revenu, on y met une énergie folle parce que c'est le plus dur, c'est de reconstruire la pyramide. Et puis, je pense vraiment, les résultats ont été au-delà de mes attentes dans ces 18 mois en termes de résultats sportifs. Par contre, j'avais oublié à quel point c'était un casse-tête chinois du matin au soir, c'est-à-dire ça s'arrête jamais quoi. Entre le cheval qui est pas bien le matin, le salarié. Alors, je dis pas ça pour les miens parce que vraiment j'ai une chance d'avoir une très belle équipe, mais de temps en temps c'est le salarié qui vient pas. Il faut sans arrêt, ou d'un seul coup on a trop de salariés, puis le lendemain pas assez parce qu'il y en a un qui est parti aux courses, un autre qui est en vacances. Organiser ça, le client qui vous fait une mauvaise réflexion, même si j'ai quand même un certain confort, ou les chevaux qui ont des pépins de santé, enfin des choses comme ça, c'est vraiment. J'avais oublié à quel point c'était un truc qui ne s'arrêtait jamais, quoi. C'est à la fois très fort en émotion, mais ça peut être un peu dur en ascenseur émotionnel. Du coup, cette pause, elle t'a permis de poser un petit peu les choses, de faire le bilan sur ton expérience passée et de revenir avec plus de motivation, avec un système différent. Le système n'est pas différent. En fait, c'est marrant parce que oui, on pose des choses, on fait de la théorie sans arrêt, et puis en fait, ce métier-là, il n'y a rien à faire, c'est du vivant, quoi. Vous pouvez faire la théorie. Je vous donne un exemple. Par exemple, l'an dernier, j'ai fait un mois de novembre exceptionnel. Cette année, au mois de novembre, j'ai pas gagné une course et j'ai fait 10% du chiffre d'affaires de l'année dernière. Et l'an dernier, en décembre, c'était hyper compliqué. Cette année, on a regagné 5 courses en décembre. Et donc, en fait, vous demandez à un banquier, vous voulez faire un prêt pour un truc, vous lui dites, mais vous dites-moi combien vous allez gagner voilà, mais vous aurez dû dire, mais enfin, c'est complètement.
y a des aléas terribles. Alors bien sûr que vous avez une idée qu'un cheval, il va plus ou moins gagner sa course à tel moment ou chose, mais c'est incroyable le nombre d'aléas qu'il y a. Donc on a beau essayer de poser les choses en disant, ah puis quand ça ira mal, je m'énerverai plus ou je fais ça. Mais en fait, il n'y a rien à faire, c'est du vivant, c'est de l'émotionnel, c'est compliqué d'aller contre son tempérament. Donc, oui, je pense qu'avec le temps, je pense que je fais moins d'erreurs avec les chevaux, ou disons que je profite de mon expérience. Pour autant, je le vis toujours avec autant de stress, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages aussi avec des amis dans la filière ou peut-être à l'extérieur de la filière? Donc j'ai toujours famille qui est très concernée tout le temps. Et après, oui, on a un groupe de d'entraîneurs, enfin petits, moyens, grands. C'est vrai que moi à Chantilly, j'ai la chance qu'il y ait beaucoup de jeunes entraîneurs. Il y a un moment qui est pour moi très privilégié. Tu connais Nina, c'est le café le matin avec, on est une bande d'une dizaine d'entraîneurs et puis des gens qui viennent propriétaires. Et c'est toujours un grand moment entre les entraîneurs qui ont beaucoup de bouteilles, qui vous racontent des anecdotes incroyables des années 70-80, qu'on est content de croiser. Il y a il y a une bonne ambiance de gens qui sont contents de se croiser un peu tous les matins. Et voilà, c'est un peu le partage du monde. Mais ça reste un métier, je dirais pas de solitaire, mais ça reste une compétition, quoi. On est quand même chacun un peu dans sa bulle et dans son monde. C'est sûr. Bah justement, on va prendre un petit peu de recul, nous, dans cette discussion. Les entraîneurs comme les jockeys sont des personnes très médiatisées. Comment fais-tu pour conserver une forme d'intimité? Bah, moi, j'ai la chance quand même de pas être. Alors, j'ai vu vos précédents podcasts avec des personnalités comme Stéphane Pasquier et Pierre Vercruis, qui sont des gens. Moi, je reste quand même ça reste quand même un petit peu modeste, mon entreprise. Alors, les gens me connaissent parce que j'ai fait souvent des émissions sur le jeu, et donc souvent, j'ai quand même des turfistes qui viennent me voir parce que, en fait, comme ils savent que parfois j'ai donné des pronostics et tout, et puis il y a quand même une idée un peu inconsciente autour des courses que, genre, ils me regardent, mais ouais, toi, tu sais. Enfin, genre comme s'ils savaient qu'aujourd'hui, ouais, c'était mon tour et que les autres allaient me laisser gagner et demain, et que je le savais. En fait, ce qui est fou, c'est que s'ils savaient qu'on ne sait pas ou très peu, parce que, admettons que vous connaissiez parfaitement la forme de votre cheval et que vous vous trompiez pas. Je dis bien admettons parce que combien de fois un matin, vous qui montez à cheval le matin, le cheval que vous montez tous les jours, il est moins bien. Imaginez que ce jour-là, c'est le jour où il part aux courses, il va forcément mal courir. Et la veille, vous le trouviez très bien et le lendemain, il n'est pas bien. Donc, admettons que vous connaissiez par cœur votre cheval. Comment vous connaissez? Vous allez devoir connaître celui de l'adversaire, mais est-ce que ce cheval-là est en forme aujourd'hui, quoi? Donc, en admettant que vous ne trompiez pas sur la forme de votre cheval, comment évaluer la progression, pas d'un adversaire, mais de tous les autres, quoi? Donc, c'est ce qui fait le charme des courses. Mais donc voilà. Donc moi, j'ai pas aucun problème à garder l'intimité, mais par contre, c'est vrai que souvent les joueurs viennent me demander ou me parler pour des sortes de jeux, et j'aime bien. J'aime pas la question que je déteste, c'est qui va gagner la prochaine. En revanche, j'aime bien essayer d'aider des gens sur la technicité pour éventuellement que eux progressent par la suite pour pouvoir faire leur papier par eux-mêmes. Donc le partage d'expérience et d'expertise, c'est quelque chose qui te parle. Oui, si les gens ça dépend de la façon parce que en fait, si vous commencez parfois le seul truc qui peut, c'est qu'on est abordé un peu frontalement par les joueurs qui veulent savoir si vous allez gagner la prochaine point. Et alors parfois il y a une espèce de, un peu comme la tortue qui se fout dans sa carapace, donc on fait un peu un truc de façade. En revanche, quand les gens sont tout de suite avenants, polis et vous demandent des choses, ouais, d'ailleurs les gens sont assez, il y a des gens qui sont très subtils dans la façon, ils vous abordent un petit peu en vous demandant des choses sur votre entraînement, sur et tout, et puis après ils arrivent à la question qu'ils souhaitent. Mais je trouve que ça c'est bien fait en fait. Quand c'est bien fait, généralement on est aussi content de pouvoir partager des choses, quoi. Il y a quand même pas mal de pression dans ton métier. Est-ce que tu dirais qu'elle a un impact positif ou négatif sur toi et comment est-ce que tu la gères? Moi, j'ai toujours dit de moi que j'étais un pessimiste qui agissait en optimiste, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression que ça va mal se passer. Vous me demandez à moi si j'ai une chance, je vais vous dire, ah, mon cheval, il y a ça de négatif, ça va être dur. Mais pour autant, j'ai appuyé sur le bouton pour courir. Et comme je dis toujours, si j'appuie sur le bouton pour courir, c'est que je pense qu'on va y arriver. Après, ça ne m'empêche pas de regarder les choses qui vont être difficiles, mais par rapport à certains entraîneurs qui courent peu leurs chevaux, moi, quand un cheval, je dis toujours que voilà, si mon cheval il n'a pas une raison de ne pas courir, je le cours. Après, j'ai beau voir les choses qui peuvent être négatives et positives chez les autres, l'important c'est que mon cheval il est au départ et qu'il va essayer de gagner la course, quoi. Et s'il venait à faire une contre-performance, tout à l'heure tu m'as dit que bah, par exemple d'une année sur l'autre, tu peux avoir des mois qui se ressemblent pas du tout. Comment est-ce que tu fais pour rester motivé? Ou quand il y a une maladie par exemple qui se propage dans l'écurie, ça atteint tous tes chevaux, tu peux pas courir. Comment tu fais face à ça et tu te dis bah, j'ai confiance quand même dans l'avenir, ça va revenir, mes chevaux vont être en forme, mes jockeys vont bien monter, moi je vais me lever de bonne humeur, je vais être inspirée. Ben, c'est pas facile. C'est pas facile parce que les chevaux malades, en fait, c'est quelque chose qui est à peu près inévitable dans beaucoup d'écuries. Ce qui est
pas très grave, c'est qu'un cheval, c'est comme vous avez toujours une maladie dans l'hiver ou deux, et puis ça se passe et ça va mieux. Donc quand un virus dure 15 jours, un mois, si vous arrivez à le localiser, que vous faites pas de mal à vos chevaux et puis que ça revient, généralement, là ça m'est arrivé depuis que j'ai recommencé, 3 passages pendant un mois où les résultats étaient moins bons. Le deuxième mois c'est un petit peu mieux, le troisième mois généralement on cartonne et ça va. Mais par contre, ce qui m'avait vraiment fait arrêter, c'est que j'ai eu 2 ans avant de mon break où vraiment des virus à répétition. Et là, vous comprenez, enfin, un cheval court bien, je sais pas, il est troisième, et puis vous courez une course 15 jours après, et à minute d'en face, il commence à être décroché du peloton, il finit dernier, le même cheval, le même engagement, et puis ça se répète de façon durable. Et ça a été dur. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Donc, le défaut que j'ai aujourd'hui, c'est qu'ayant été marqué au fer rouge par cette expérience, en fait, dès qu'il commence à y avoir un virus, je me dis, mais ils vont pas s'enlever. Enfin, je suis toujours très inquiet, mais bon, il faut faire avec, quoi. Enfin, il faut faire avec, essayer de faire de notre mieux, essayer de bien les observer, de pas se tromper, de d'y retourner ni trop tôt ni trop tard. Mais évidemment, c'est inquiétant. Enfin, quand on a vécu 2 ans où on a perdu beaucoup de chevaux, on a l'impression d'être mauvais et qu'on n'y arrivera pas, c'est quelque chose qui vous marque. Et en plus, pour le coup, sans en parler trop, on lit bien les expériences quand vous regardez les journaux ou les différents médias. Souvent, il y a des entraîneurs qui vous disent ah bah là, pendant 3 mois, j'ai pas gagné de course, mes chevaux étaient pas bien du tout. Et puis, ou ça revient pas d'ailleurs, mais on essaie de faire de notre mieux tout le temps, quoi. Et tu te réveilles quand même le matin avec l'envie de faire mieux? L'envie, oui, l'envie, ça c'est sûr, mais là, il y a 10-15 jours, on a eu un petit heurt avec mon responsable où je pense que la pression était cette pression d'un hiver qui avait été un petit peu difficile, qui n'en finissait pas de pleuvoir et tout. À un moment, sans peut-être y prendre garde, ça s'était sûrement reporté un peu en pression sur mes employés, un peu d'agacement, plusieurs pépins de santé les uns sur les autres. Et cette discussion a fait du bien. Enfin, je pense que l'important, c'est d'écouter l'autre. Voilà, enfin, je pense que c'est inévitable. Et après, ce qui n'est pas inévitable, c'est quand on s'en rend compte, il faut essayer de ne pas reporter ta pression sur des gens qui sont dans ton équipe et qui essaient tous les jours de faire au mieux pour que ça se passe bien. C'est pas facile, mais il faut essayer d'en avoir conscience pour après pas devenir imbuvable et faire chier tout le monde, quoi. Donc t'écoutes autant tes chevaux que tes employés. Oui, disons que c'est un peu la première fois qu'on avait on n'était pas d'accord chacun sur un truc avec mon responsable et ça fait du bien d'avoir quelqu'un. En plus, quand c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de dire ce genre de choses, ça fait du bien parce que voilà, ils ont pas l'hiver, ils l'ont vécu comme moi, ils ont pris le froid tous les jours à cheval. C'est pas toujours c'est un métier qui est fascinant, mais par exemple, quand l'hiver, c'est pas drôle, quoi. Quand il fait mauvais tous les jours, qu'il pleut et qu'en plus vous n'avez pas d'objectif à court terme parce que il y a moins de courses de galop pendant l'hiver. Bon, on apprend tous. Après, moi, je suis vraiment quelqu'un, je suis pas violent comme chef d'entreprise, c'est-à-dire que je lève même rarement le ton. Mais à la façon dont je me comportais, je pense que voilà, je mettais une pression qui était au final assez inutile et à ce moment-là, et que j'étais pas exactement comme quand tout roule et que tout va bien, quoi. Donc, il faut essayer d'avoir l'attitude la plus. J'ai appris de cette anecdote-là, par exemple. Je pense que je ferais plus pareil si ça se reproduisait. Et justement, en matière d'apprentissage, quelles sont les grandes leçons que les courses t'ont enseignées? Ah, les grandes leçons, déjà c'est l'école de l'humilité. Enfin, franchement, le héros d'un jour est souvent l'idiot du lendemain et vice-versa. Les gens, même qui ont duré dans le temps, peuvent avoir des mauvaises pages. J'ai connu des entraîneurs que j'ai admirés dans les années 2000 qui gagnaient plus de 100 courses en obstacle et qui, à la fin de leur carrière, ont gagné 5 ou 10 dans la même année. Euh, moi, vraiment, ce que j'adore, c'est les anecdotes, en fait. C'est vraiment quand des gens, au cours d'un dîner, te racontent qu'il y a 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, ils ont vécu telle ou telle chose. Ils te racontent leur propriétaire, leur début, les choses comme ça. En fait, c'est des phrases. Parfois, j'entends. Là, j'ai lu, par exemple, il y a 8 jours, une phrase dans Pariture pour le coup de Pierre Peterski qui disait de Guillaume Macaire, une phrase qui m'a vachement marqué. Genre, c'est ce qui vous fait perdre, c'est l'empressement de vouloir gagner. Et j'ai trouvé que vraiment, je l'ai stabiloté et noté. En fait, c'est une phrase toute simple, mais qui est pleine de bon sens. Et donc, ouais, c'est des expériences, des phrases que vous trouvez dans des livres et tout, en fait, et puis parfois, je suis entraîné un cheval, j'ai un problème avec, alors je trouve pas la solution pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis d'un coup, tu te rappelles que tu en as eu un autre un peu similaire 3 ans avant, puis tu as fait ça n'a pas marché, puis ça a marché, et puis tu essayes. Puis tu te réveilles un matin, tu trouves la solution et tu te dis, putain, ça fait 3 mois que je suis en train de tourner en rond et que je trouve pas, alors que ça paraissait évident de penser à faire ça, et puis parfois vous trouvez jamais, quoi, mais c'est assez, voilà, vraiment, vraiment, j'adore les rencontres, que ce soit du trot, d'obstacles, de gens jockey, c'est vraiment le terrain, enfin, je trouve qu'il y a des rencontres fabuleuses, quoi. Et des apprentissages du coup partout. Oui, exactement. C'est ce que racontent les gens, en fait. Je me nourris des anecdotes que me racontent les gens, et puis après, le reste, c'est vraiment de l'observation en permanence, je veux dire, c'est assez.
enfin, j'allais dire un sale mot, c'est rébarbatif, c'est pas du tout ce que je pensais en fait, mais l'entraînement, ça reste un peu toujours la même chose. Ce que je dis toujours, c'est que c'est toujours la même chose, mais il se passe jamais la même chose en fait. Donc vous allez tous les matins penser que c'est 4 lots et tout, et pour autant il va toujours y avoir des faits qui font que le lot ne va pas se passer comme vous prévoyez, avec des bonnes et des mauvaises surprises. Et donc en fait, on en est là encore, j'en suis jamais fatigué quoi. Est-ce que tu pourrais me dire quelque chose que personne ne sait sur toi, ou très peu de personnes? Non, j'ai pas beaucoup de secrets. J'ai pas beaucoup de secrets. J'ai eu joué, mais voilà, en fait, j'ai eu joué des sommes assez abracadabrantesques, mais en jeu et gain. En fait, c'est très bizarre parce que en fait, parfois c'est des sommes. Vous faites la colonne jeu et gain. En fait, on est très proche du sous. L'important c'est qu'il y ait du plus. Mais parfois, c'était vraiment des sommes assez abyssales, mais avec des plus et des moins, ce qui fait qu'à la fin, vous aviez une énorme ardoise de jeu, une énorme ardoise de gain, et que ça faisait un tout petit équilibre. Mais c'est un peu quelque chose que tu peux pas partager parce qu'en fait, à ce moment-là, et puis ça n'a pas duré très longtemps, parce que ça a été 3 4 ans, mais c'était assez étonnant. Si tu n'étais pas dans les chevaux, qu'est-ce que tu ferais? Je- c'est fou parce que, en fait, j'aurais vraiment du mal à répondre à cette question parce que c'est au-delà d'une passion, les courses. En fait, ça a, entre guillemets, bouffé toute ma vie, mais je vais dire au sens positif, mais c'est positif. Mais en fait, au taux d'implication que je suis, en fait, on peut jamais se relâcher. Et c'est vraiment ma vie. Donc, j'ai même pas pensé une seconde que, comme je vous dis, je me suis jamais réveillé un matin en me disant, je vais quitter ce métier, j'en peux plus de ces chevaux de course. Donc, et là aussi, il me faudra un petit peu du temps pour répondre. Mais voilà, il y a un truc qui est vraiment parfois je m'en veux d'ailleurs, je suis très sensibilisé par je dirais pas la souffrance animale, mais les animaux. Parfois, je suis plus sensibilisé par les animaux que par les humains, et ça m'attriste presque d'être comme ça. Mais je pense que j'aurais adoré faire un métier qui, je sais pas si c'est vétérinaire, je sais pas si c'est quelque chose comme ça, ou aller dans les refuges, dans les trucs comme ça, mais je suis très sensible genre aux animaux qui ont rien demandé et qui, pour des raisons, enfin, se retrouvent dans des conditions. Enfin, quand je vois un truc sur les réseaux sociaux qui passe sur une maltraitance animale, je chiale, quoi. Enfin, donc, ça me passe partout et ça me fait vraiment du mal. Donc, je pense que si j'avais le choix de faire autre chose, j'aurais essayé de faire ça. Et tu as déjà finalement exercé pas mal de métiers différents dans les courses. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te tentent? Euh, Me tenter, en fait. J'ai eu la chance de travailler pour le PMU où j'ai travaillé avec des gens qui j'ai adoré. En fait, je suis tellement passionné par ce bijou que sont les courses. En fait, j'ai un peu d'inquiétude pour l'avenir, mais on peut pas tout faire. Enfin, à un moment, on m'a demandé que si je me réinstalle entraîneur, de ne plus pouvoir travailler au PMU. Alors, je pense que c'est un peu bête parce que je pense que j'ai des expériences où je pouvais vraiment continuer à avancer des deux côtés. Donc, j'aimerais en fait donner du temps pour que les courses continuent de prospérer, même si c'est un grand mot en France, en tout cas, ne descendent pas de niveau. Et quand je vois que dans tous les pays européens, ça s'est cassé la gueule et qu'aujourd'hui, on est quand même dans des chiffres qui sont un peu inquiétants, à la fois dans le propriétariat, à la fois sur le métier sous tension en termes de salariés et à la fois dans les enjeux qui, depuis le début de l'année 2024, sont pas très bons. Donc j'aimerais donner du temps pour espérer continuer de faire prospérer les courses en France. Pour moi, on a fait une erreur assez fondamentale, on ne s'est pas inquiété que les hippodromes se vident après les années 2005-2010. On s'est dit, bah, du moment que le jeu marche, en fait, ça suffira pour faire payer les allocations. Alors, assez curieusement, en province, ils ont plutôt bien débrouillé de cette histoire-là, mais par contre, la désertification des hippodromes parisiens, ça, je m'en remets pas, quoi. Enfin, c'est vraiment, on voit des images dans les années 70-80, même un jour de semaine à Saint-Cloud, vous ne pouviez pas bouger. Et ça, je pense qu'en fait, c'est une erreur parce que si vous regardez le court terme, évidemment que ce qui est important, c'est les enjeux PMU et tout. Par contre, la passion qui ne s'insère pas dans la tête des gens, moi, je vous dis un truc bête, par exemple, j'ai aimé, une de mes premières grandes expériences, c'est je suis allé à l'Arc de Triomphe, donc tous les dimanches de l'Arc, on prenait le train le matin avec mon père, j'avais entre 8 et 12 ans, et on allait sur la pelouse à Longchamp, et il y avait 15-20 000 spectateurs sur la pelouse et autant de l'autre côté. Et là, depuis 4-5 ans, depuis que Longchamp a été refait, le jour de l'Arc, vous avez personne au milieu de la pelouse. Et donc, même pour les chaînes de télé et tout, ça fait vraiment un grand vide. Alors, soi-disant que ça coûte, on pourrait faire une entrée un peu plus populaire avec à 10 ou 15 euros. Genre. Et aujourd'hui, en fait, moi, c'est le premier souvenir qui me revient si j'ai aimé les courses en étant au milieu de Longchamp, au milieu de la pelouse à Longchamp. Et en plus, il y a ce côté populaire que j'aime bien. Limite, si aujourd'hui vous faites ça, je préfère regarder les courses avec le public sur la pelouse que de monter avec les chapeaux de l'autre côté. Donc voilà, et je pense que ça va être une très grosse erreur. Et, voilà. Et par contre, l'été dernier, j'ai eu la chance de faire
une tournée, j'allais dire, en province. Mais par hasard, je suis allé sur 6-7 champs de course en une semaine parce que j'avais ou des partants ou des gens à y voir. Et j'étais impressionné par la capacité des hippodromes de province, surtout l'été, à vraiment à recevoir du monde. Et je pense qu'il faut que ça germe dans la tête des jeunes, enfin que les courses c'est sympa, ou pour le jeu ou pour le sport, ou pour les deux. Mais aujourd'hui, si on ne plante pas la petite graine, enfin dans 10 ans ou 20 ans, ça va être la catastrophe, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place selon toi? Là, honnêtement, alors faire un constat, c'est pour ça que je veux surtout pas blâmer les gens qui sont responsables aujourd'hui. C'est facile de faire des constats, trouver des solutions, c'est difficile. D'autant qu'on a toujours tendance à réfléchir les choses comme on les voudrait pour soi. Et alors que ce que j'ai toujours pensé, c'est que les dirigeants, par exemple, ont aimé les courses, ont voulu essayer de refaire les courses telles qu'ils les avaient aimées jeunes. Et aujourd'hui, ils ont pas forcément eu les codes, en fait, de la jeunesse aujourd'hui. En plus, il y a une concurrence qui n'existait pas, c'est-à-dire que dans les années, je crois, 2012, en fait, on a ouvert les paris sportifs. Et fatalement, vous avez beaucoup plus de jeunes qui aiment le football. Donc si vous leur dites sur quoi vous allez jouer, ils vont vous dire c'est plus facile de s'imprégner des codes du foot et d'aller faire un pari sur le foot que sur les courses. Donc et on a quelque part, on n'a pas senti ce tournant et on n'a pas essayé de pareil. Aujourd'hui, pourquoi les enjeux marchent moins bien? Je pense que le turfiste du dimanche qui a aujourd'hui 70, 75, 80 ans et qui s'en va, qui décède, en fait aujourd'hui, celui-là, il n'est pas forcément remplacé. Donc sans dire que je sais ce qu'il faudrait faire, en fait, je pense que nos dirigeants doivent absolument trouver des idées pour intéresser des gens, déjà conserver les joueurs à l'heure actuelle, qui n'aillent pas faire autre chose, ou du moins les amoureux du sport, et arriver à insérer cette petite graine dans la tête des gens. Donc je sais pas, par exemple, je trouve qu'aujourd'hui la propriété est encore trop complexe. Aujourd'hui, on devrait être capable d'acheter un bout de cheval en 3 clics, quoi. Quelqu'un qui a 100 € sur son compte et qui fait un millième d'un cheval, il devrait pouvoir en 3 clics mettre ses 100 €, dire voilà, je prends un centième ou un millième du cheval. Et puis à la fin, si le cheval, voilà, gagne, vous lui prélevez son prix d'achat et puis 1 an ou 2 ans de pension d'avance. Et puis si son cheval gagne, vous recréditez chaque compte. Mais aujourd'hui, qu'on puisse pas acheter un bout de cheval, alors jusqu'à une certaine somme, mais en 3 clics, c'est pas normal. Enfin, je veux dire, on est complètement en retard. Donc tout le monde veut protéger tout le monde avec des enquêtes qui n'en finissent plus et qui sont presque dissuasives. Voilà, parce que je me dis qu'aujourd'hui, il n'y a rien de mieux. Alors, il y a deux façons d'aimer un cheval. Enfin, d'aimer et de suivre un cheval, c'est où vous pariez dessus et vous avez l'impression d'en être quelque part propriétaire. Si demain, beaucoup plus de gens ont accès, même pour des tout petits bouts à la propriété, moi j'ai eu la chance d'animer une écurie de groupe, on ne regarde pas du tout les chevaux pareils. Si vous en avez même un micro-bout, mais que vous avez quelqu'un qui vous explique un peu tout, vous allez vraiment prendre beaucoup plus de plaisir que si vous êtes derrière les grilles avec loin du spectacle et pas du tout acteur, quoi. Donc c'est une idée parmi les autres, hein. Je ne dis pas que c'est celle-là, mais j'ai confiance en nos dirigeants pour trouver. La seule chose, c'est que aujourd'hui, je voudrais que nos dirigeants aient une vision à échelle 5, 10, 20 ans et qu'ils arrêtent de mettre des rustines sur le bateau qui prend l'eau, quoi. On a vraiment l'impression qu'on répond aux besoins tout de suite, mais sans vision. Par exemple, enfin, pour moi, une catastrophe, c'était laisser fermer un champ de course comme Maison Lafitte. J'en aurais fermé 20 ou 30 autres qui n'étaient pas capables d'accueillir des courses d'aussi bonne qualité, mais quand on a fermé d'abord Évry en 95, puis Enghien en obstacle, puis Maison Lafitte, mais c'est une folie, c'est qu'on n'a pas de vision, quoi. Enfin, on peut pas laisser. L'important pour les chevaux, c'est d'évoluer sur des champs de course de qualité qui permettent aux arrivées d'être limpides, donc sur lesquels les joueurs ont de la confiance, parce que c'est des champs de course qui permettent un résultat, j'allais pas dire honnête, mais qui relève la qualité des chevaux. Pour moi, c'est une catastrophe d'avoir laissé fermer. C'est des choses qui me révoltent, en fait. À chaque fois, c'est des points sensibles. Et en fait, on essaie de faire des économies qui finalement deviennent des dépenses quand on les mesure quelques années plus tard. En fait, ça devient de la perte sèche. Bien sûr. Et comment tu as attiré les jeunes sur les hippodromes? C'est une bonne question. Il y a une des grandes choses qui a fait pour moi France Gallo dans ces dernières années, c'est d'organiser les Jeux Xdi à Longchamp. Alors, les mauvaises langues diront ouais, mais les gens passent, ils viennent pour faire la fête et tout. En fait, je pense que c'est une énorme connerie de voir ça comme ça. Moi, ce que je me dis, c'est que si vous interrogiez ces jeunes avant qu'ils passent à Longchamp, ils vous auraient dit qu'est-ce que vous pensez des courses de chevaux, ils vous auraient dit oh, c'est des lieux je dirais, de perdition où des gens crient des insanités sur les chevaux. Quand ils viennent un jeudi à Longchamp, déjà, ils ont une toute autre image de ce que sont les courses de chevaux. Ils ont l'impression que c'est un spectacle dans un espace vert, à un moment où on fait la fête, où ils ont l'impression qu'il y a plein de monde. Et ils repartent avec une image et une idée tout à fait différente de ce que sont les courses. Et comme je vous dis, l'important c'est de changer un peu cette image. Et je pense que quelqu'un qui est passé au Jeux Xdi à Longchamp et quelqu'un qui n'y est pas passé, il n'a pas du tout la même idée des courses. Donc je pense que c'est ce genre d'idées qui sont hyper importantes. Alors oui, c'est vrai qu'il n'y a pas un taux de conversion énorme, c'est-à-dire des 8000 personnes que vous avez sur les pommes de Longchamp, il y en aura peut-être que 10 qui seront un jour propriétaires et peut-être que 100 qui parieront régulièrement sur les chevaux de course. Mais c'est mieux que zéro, quoi.
Et au moins, pour les 200 qui étaient là ou 300 qui étaient là ce jour-là, bah, ils ont eu l'impression, eux, de se retrouver dans une ambiance de fête. Ou même si demain, vous voulez qu'un propriétaire investisse dans les ventes de chevaux, ça va être plus sympa d'aller un jeudi à Longchamp où il y a une fête qu'un lundi à Saint-Cloud où il y a 50 personnes sur l'hippodrome. Bien sûr. Puis ça leur donne envie aussi de revenir pour faire la fête. Exactement. Mais même aujourd'hui, quand je vous dis qu'on est passé un peu à côté du truc, c'est que pourquoi en Angleterre, alors qu'on court pour des prix de 3000 ou 4000 livres, vous avez des propriétaires qui continuent à investir beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'on a gardé le prestige d'avoir des chevaux en Angleterre. Aujourd'hui, il y aurait sûrement des gens qui investiraient plus en France, mais ils disent, oh, c'est un peu morbide d'aller sur un hippodrome parisien en semaine. Donc, un autre truc un petit peu bête, mais pourquoi l'entrée est payante aujourd'hui sur les hippodromes dits parisiens? L'autre jour, j'étais eu une mauvaise expérience sur un hippodrome. À la sixième, il y avait un couple de personnes un petit peu âgées qui voulaient rentrer, mais ils disaient à la sixième, la personne n'a jamais voulu céder, ils ne les ont pas laissés rentrer à la sixième course. Ils ne voulaient pas payer les 5 euros chacun d'entrée. C'est peut-être des gens qui auraient parié, on ne les a pas laissés rentrer. Aujourd'hui, que vous fassiez un prix de Diane ou un prix de l'Arc de Triomphe si vous avez du monde à 10, 20, 50, 100 euros si vous avez du monde, mais sur un hippodrome, s'il y a 50 personnes en semaine, vous avez vraiment envie de priver 50 ou 100 autres personnes qui pourraient un peu remplir le public parce que c'est payant. Et dans ce cas-là, vous allez payer des gens pour faire l'entrée et qui vont finalement ce que vous allez gagner en entrée, vous allez le perdre. Putain, laissez les gens rentrer sur les hippodromes. Faites-leur à manger, qu'ils puissent manger un burger pour 5 euros sur tous les hippodromes, comme on fait en province. Je vois, parfois, il y a des tarifs de restauration qui sont énormes, où les gens n'ont pas forcément les moyens. Faites un truc festif, populaire. Voilà, enfin, moi, j'ai plein d'idées, mais j'ai l'impression qu'on se heurte, puis j'ai peut-être pas raison. Mais parfois, ça fait de la peine, hein, enfin, de se dire qu'il me semble qu'il y a des choses à faire et qu'on les fait pas forcément. C'est sûr, il y a des choses à faire. On touche à la fin de cet épisode. J'aimerais te poser 2 questions liées à Equine. Oui. Si toute la planète course avait un compte Equine, quels seraient les utilisateurs que tu suivrais? Bah, je dirais que en fait, je pense que je suivrais si les entraîneurs ou des gens de chevaux ou peut-être des turfistes, déjà votre classement est assez bien fait, donc on voit assez vite ceux qui sont assez forts pour repérer les pépites, on va dire. Donc déjà, je suivrais les gens qui ont l'air d'avoir de la réussite. Et sur les socio-professionnels, j'aurais tendance à dire ceux qui, par exemple, dans les interviews d'avant-course ont l'air de voir assez clair, j'aurais tendance à les suivre peut-être plus facilement, eux, sur Equine. Mais ce qui est bien, c'est que le système de classement que vous avez sur Equine, ça permet de suivre quels sont les gens très forts et tout. Et ce qui est amusant, c'est que parfois les très bons juges ne sont pas forcément les meilleurs entraîneurs ou les meilleurs jockeys. Donc, pas forcément les meilleurs, mais ceux qui sont capables de bien juger leurs chevaux. Est-ce que tu aurais des noms à me donner de sociopros que tu aimerais suivre s'ils avaient un compte Equine? Par exemple, il y a quelqu'un que je croise tous les matins au café qui s'appelle Pascal Barry. Généralement, dans une année, quand je discute avec lui sur ses chances, il va me donner 10 chevaux et 5 vont gagner à 5 contre 1, quoi. Donc, ils vont pas tous gagner, mais c'est quelqu'un qui voit très bien ses chevaux, qui a pas de langue de bois, qui court les chevaux pour gagner. Donc, j'imagine que, voilà. Moi, ce que j'aime, ouais, il y a des gens qui sont assez forts, qui sont très clairvoyants sur leurs chevaux. Et c'est surtout, si vous jouez 1 euro sur 10 chevaux, l'important c'est que votre rapport soit plus important que ce que vous avez investi. Donc Pascal en fait partie. D'accord. Et si tu avais un budget illimité pour composer ton écurie Equine aujourd'hui, quels seraient les 5 premiers chevaux que tu achèterais et pourquoi? Alors, déjà, Ida Outillard, parce que vraiment, je pense que c'est dans la lignée de FaceTime, Bolt Eagle, Ready Cash, enfin de ces chevaux qui ont vraiment marqué. Donc, juste pour le fun, j'adorais l'avoir. Après, comme je suis plus galop, je vais donner plutôt un conseil global, mais sachant que Ace Impact a arrêté sa carrière cette année. Donc, du coup, j'ai pas l'impression qu'on ait vu pour l'instant des trop grands 2 ans, même si ça peut se révéler. Donc, j'essaierai d'acheter petit à petit, au fil de l'année, quand on va avoir les premières courses d'inédits ou des choses comme ça, les chevaux sur lesquels, qui font grosse impression, que je pense que c'est eux qui peuvent être des potentiels gagnants de Jockey Club, de poule. Donc, c'est des chevaux qu'on connaît peut-être pas forcément à l'heure actuelle. Et voilà. Et si je pense qu'il pour des utilisateurs qui sont pas trop aguerris, en fait, essayer d'acheter plus des chevaux quand vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de dynamisme sur eux, quand les 10 par Equine sont déjà vendus. C'est souvent bon signe, c'est des chevaux où il y a pas mal d'échanges. Donc dans les courses d'inédits, il y a souvent des bruits et c'est assez intéressant. Et quand je dis inédits, ça peut être un cheval qui a couru une fois l'an dernier, qui a gagné sa course et qui va rebondir, mais je sens bien que l'année, on sent bien que les chevaux où il y a des transactions, c'est souvent les chevaux susceptibles de courir les classiques. Donc foncez sur cela. Est-ce que tu as des entraîneurs de prédilection pour les inédits?
Pour les inédits, bah, là encore, Pascal Barry, pour le coup, il a un bon cheval pour une course qui s'appelle le Prix Junier, qu'il a souvent gagné au mois d'avril, s'il peut aller jusque-là. Ouais, c'est une très bonne question parce qu'en plus, Equine, c'est un peu différent du pari PMU. C'est-à-dire que le pari PMU, vous avez envie que le cheval gagne à l'instant T, alors qu'Equine, vous faites un pari sur la carrière du cheval. Donc le cheval qui est capable de gagner à l'instant T, vous avez envie de jouer au PMU, ça sera pas forcément celui que vous allez acheter sur Equine, parce que finalement, l'entraîneur qui n'est pas forcément le roi des courses de débutants, mais celui qui fait plus progresser ses chevaux dans le temps, c'est sur celui-ci qu'il faut parier. Là, je sais que par exemple, Francis Graffard a récupéré l'écurie Agacan depuis un an ou deux. Et par exemple, cette année, il me semble qu'il a des bons Agacans qui ont pas mal performé à 2 ans, mais dans des courses encore intermédiaires. Et ça peut être. Il a l'air de commencer à bien se les mettre en main et je pense qu'ils peuvent bien matcher ensemble cette année. Chouette, merci Julien pour Avec cet plaisir. échange. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et à le partager autour de vous pour nous aider à le faire connaître.